Je crois au sens, vraiment dans l'idée du sens, c'est-à-dire de la sensualité, de la sensualité non érotisée. Et dire qu'un livre est sensuel à toucher, je trouve que c'est une vérité parce qu'il éveille les sens. C'était l'été encore, et dans mon sac, je lui avais apporté une bouteille de vin blanc entourée d'une poche de froid. Le feu sous la glace. C'est ce qui me vient en premier pour décrire Adia de Charrière, autrice aux 1000 talents et aux contrastes plus nombreux encore. Elle signe en cette rentrée son 3e roman, Formol, chez Alma Éditeur, une histoire sensuelle et mystérieuse qui met en scène un médecin légiste bien sous tout rapport et dont le feu surgit quand on regarde sous la surface. Mais avec Adia, ce jour blanc de juillet, nous avons parlé des autres livres. Et parler de livres avec elle, c'est convoquer tous les sens, c'est parler d'art avec un A majuscule. Assise auprès d'elle au pied de son lit, j'ai vu défiler les livres de sa vie comme autant d'amants impossibles à quitter. Le temps n'existait plus et j'aurais pu rester là, l'écouter pendant 1000 ans. Pour ce 3e épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'ai vécu un moment suspendu avec Adia de Charrière. Coucou, il est canon cet ascenseur. Heureusement que je n'ai pas pris les escaliers. Ouais. Ça va ? Ouais, ça. Oui. Attends. Ça, c'est tous les livres que tu es en train de lire en ce moment ? Il y en a que je suis en train de lire, il y en a que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. On va changer ce qu'il y a. Comme ça, tu pioches. Ouais, exactement, comme ça je pioche. Il y a des choses très différentes, je pense. Ça, si Einstein m'était compté. Alors ça, c'est un livre de Thibaut Damour. Alors Thibaut Damour, il y a beaucoup de gens qui vont t'en parler. Non. C'est un prof à l'ENS. Ok. Qui est un spécialiste d'Einstein. Et alors, je suis assez fascinée par la théorie d'Einstein sur le temps, donc la théorie de la relativité, puisque Einstein explique que le temps n'existe pas. C'est pas une donnée continue, il faut parler d'espace-temps, et on vit en fait dans une sorte de château de cartes où tout est prédéterminé. Ce qui va changer, c'est pas l'issue finalement de nos vies, mais le chemin pour y accéder. Ça a l'air génial. Et ça, alors voilà, ça c'est un peu ardu à lire. Tu vois, j'ai des petits, j'ai des endroits où j'ai corné des pages parce que il y a des choses qui me paraissent, qui m'ont paru dedans absolument incroyables. Alors j'aime beaucoup corner les pages des livres. Je supporte pas les livres qui sont trop nickel. Et là, cette type de livre, c'est des livres que tu lis en alternance en fonction de ton envie du moment. Oui, j'ai envie d'avoir près de moi. Ah oui. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que je suis pas forcément en train de les lire en même temps parce que tu vois, j'ai en même temps une sous-couche là. Ah oui, il y en a en dessous. Ouais. Et la sous-couche, là, c'est ça que j'ai vraiment envie d'avoir près de moi. Tu les lis plus forcément là, mais tu veux qu'ils restent pas loin de toi. Voilà, alors là, il y a mon livre chéri de ma petite sœur, Public Imaginaire, chez Actes Sud Papier. Nora Hamzaoui. Donc là, déjà, je trouve que le livre est très beau. Oui. Et le texte est extrêmement touchant. C'est pendant le confinement, alors qu'elle ne pouvait plus jouer en salle, elle a écrit un one-man show qu'elle viendrait jouer à un public imaginaire et qu'elle a joué sur France Inter, en fait, seule, devant un public imaginaire. Nadia. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je me demande. Breton. Donc Nadia, dans cette version-là que je trouve... alors je l'ai en plusieurs versions, Nadia. Il y a la version des facsimilés de la BNF dans ma bibliothèque qui est absolument sublime. Et cette version-là que j'ai achetée sur eBay, qui est ancienne, que je trouve sublime. Et, c'est quoi? C'est une des premières éditions? C'est une des premières éditions, ouais. Et le papier est jauni, le papier sent l'ancien, la couverture est brunie. Enfin, c'est un objet, je l'aime. Voilà. L'objet, livre, est important pour toi quand tu fondamental. En fait, je crois au sens, vraiment dans l'idée même de ce qu'est le sens, c'est-à-dire de la sensualité. De la sensualité non érotisée. Et dire qu'un livre est sensuel à toucher, je trouve que c'est une vérité parce qu'il éveille les sens. Et il y a le bruit des pages qu'on tourne. Il y a l'odeur du papier. Et je ne peux pas imaginer en fait lire sur autre chose que sur du papier. Sur liseuse par exemple ou sur ton téléphone, ça c'est pas possible. Ça c'est à côté de mon lit. Et c'est beau. Et avec un petit poche de l'amour fou, breton aussi. Donc que je trouve plus difficile à appréhender, à lire que Nadia. Donc comme je l'aime moins,
je l'ai qu'en un seul exemplaire. C'est-à-dire, je l'ai en au moins 3 exemplaires différents à différents endroits. Ah oui. Voilà. Oui, les livres que j'aime, je les ai en plusieurs exemplaires, en général, plusieurs exemplaires, plusieurs éditions, plusieurs époques. Il n'y a pas des phrases un peu totem que tu Aucune. retires des livres? Non, c'est le livre dans Alors, son entier. c'est ce que j'ai ressenti. En fait, je suis même parfois incapable de faire le résumé d'un livre que j'ai lu 10 fois. Non, mais c'est très dur de faire des résumés. Oui, ou même d'expliquer, par contre, je peux expliquer ce que j'ai ressenti, une odeur qui était présente dans ma vie à ce moment-là. Tu vois, je te parlais d'essence. Pour moi, c'est vraiment ça, la lecture d'un livre, ce que ça te procure. Mais sur les mots ou les personnages, je peux complètement oublier leur nom. Mais ça, voilà, ça c'est la sensation du livre, mais du livre dans son intégralité, c'est-à-dire du texte et de tout ce qui englobe le texte, tout ce qui est autour. J'ai Moderato Cantabile que j'adore aussi, que j'ai aussi en 2 exemplaires, parce que j'ai non seulement la version comme ça, le poche minuit de Moderato Cantabile, mais j'ai une super belle version que c'est marrant, je pense que je l'ai trouvée juste avant le confinement sur eBay. Un grand beau livre avec des planches à l'intérieur de dessins sur du vélin de chaque page de Moderato Cantabile. Enfin, je te montrerai si tu veux, vraiment très, très je beau. veux voir. Marguerite Duras. Ce qu'il faudrait, c'est habiter une ville sans arbres. Les arbres crient lorsqu'il y a du vent ici. Il en a toujours, à l'exception de 2 jours par an. À votre place, voyez-vous, je m'en irais d'ici. Je n'y resterai pas. Tous les oiseaux, ou presque, sont des oiseaux de mer qu'on trouve crevés après les orages. Et quand l'orage cesse, que les arbres ne crient plus, on les entend crier, eux, sur la plage, comme des égorgés. Ça empêche les enfants de dormir. Non, moi, je m'en irais. Elle s'arrêta, les yeux encore fermés par la peur. Il la regarda avec une grande attention. Peut-être, dit-il, que nous nous trompons. Peut-être a-t-il eu envie de la tuer très vite, dès les premières fois qu'il l'a vue. Parlez-moi. Elle n'y arriva pas. Ses mains recommencèrent de trembler, mais pour d'autres raisons que la peur et que l'émoi dans lequel la jetait toute allusion à son existence. Alors il parla à sa place, d'une voix redevenue tranquille. C'est vrai que, lorsque le vent cesse dans cette ville, c'est tellement rare qu'on en est comme étouffé. Je l'ai déjà remarqué. Marguerite Duras, Moderato Cantabile, édition de Minuit. J'ai Un jour sera vide de Hugo Lindeberg, qui a eu l'année dernière, je crois, le prix du livre inter. Ouais, le prix du livre inter. C'est un premier roman. Oui, que j'ai trouvé très joli. Et joli n'étant pas dans ma bouche un mot réducteur. Hein. Il représente pas mal de choses que je ressens de l'enfance, avec une certaine forme de mélancolie à laquelle je suis assez attachée. Et je trouve que la couverture est extrêmement bien réussie. Elle est très belle avec ses méduses. Ouais, je la trouve vraiment super. Et alors ça, c'est un livre Antoine Wauters, Mahmoud ou la montée des eaux. Mm-hmm. Ça, je dois dire que ce livre, il m'a pas mal secouée. Parce que... il y a la Syrie en toile de fond. Il y a la Syrie complètement. Et je crois que j'ai ressenti une certaine forme de jalousie à la lecture de ce livre. Parce que je me suis dit en le lisant que je ne serais jamais parvenue à écrire un truc aussi beau sur la Syrie. Alors peut-être parce que je suis syrienne. Je ne sais pas si le fait d'être belge permet une certaine distance et donc d'aller encore mieux raconter des choses effroyables avec une grâce et une poésie. C'est vraiment du grand art. Hein. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce texte. Il y a eu pendant très longtemps du Modiano. C'est pareil, hein, j'ai un nombre de livres dans des éditions différentes. C'est presque ridicule. Mais il y a un truc un peu fétichiste. Non, je crois que cette pile-là, c'est un peu comme un objet contraphobique. C'est mon doudou. Des objets contraphobiques. Contraphobiques, je ne connaissais pas ce terme. C'est ce qu'on dit du doudou. Le doudou, c'est un objet contraphobique, c'est-à-dire contre les phobies. Exactement, ça permet d'éviter d'avoir une angoisse. Moi, à quoi ça me sert de lire ? En fait, ça me sert à vivre des choses que je ne peux pas vivre dans le monde terrestre. Parce que ça serait exactement pareil que demander à quelqu'un à quoi ça sert de rêver. Bon, tu me diras, on n'est pas volontaire ou en tout cas pas complètement, mais on peut le devenir. Mais on n'est pas volontaire dans l'élaboration de ses rêves. La psychanalyse n'est jamais loin. Non, jamais. mais l'induction au rêve, c'est complètement possible. Hein. On peut décider de ce dont on va rêver et souvent ça marche assez bien. C'est-à-dire que quand tu lis un livre, tu peux partir où tu veux dans tes sensations, tu es complètement libre, personne ne va venir te limiter. C'est-à-dire que ton activité fantasmatique cérébrale, elle est sans limite.
tu fais exactement ce que tu veux de ta lecture. Ce que j'aime dans la lecture, ça c'est moi en tant que lectrice personnellement, nécessite des livres plutôt pas naturalistes. J'ai un peu plus de mal avec la lecture naturaliste. Et pour moi, on parlait de Modiano, mais Modiano, ça me procure exactement, les textes de Modiano me procurent exactement les mêmes sensations qu'une toile de Monet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du flou auquel je suis très 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 attachée. C'est une certaine liberté, c'est-à-dire l'auteur t'offre la possibilité d'aller quelque part, il t'emmène, mais il t'attache pas. Il te dit voilà, ça c'est mon lieu, vas-y, balade-toi, fais ce que tu veux. Un livre de Modiano, tu peux le lire 10 fois, tu vas lire 10 fois des choses différentes. Selon le moment où tu le lis, ce que tu ressens. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Comment les livres sont rentrés dans ta vie? Est-ce que tu peux te dater? Non, pas vraiment, parce que ça s'est fait de façon assez irrégulière et inégale. Quand j'étais petite, j'avais une collection de la Comtesse de Ségur que j'adorais. Avec c'était l'intégrale de la Comtesse de Ségur avec des couvertures en cuir violet et des roses dessus et des marque-pages intégrés dorés. J'avais l'impression d'être princesse Sarah avant qu'elle ne perde tout moyen financier. Et j'adorais. Alors moi, mon préféré, c'était Après la pluie, le beau temps. Alors, ce qui m'obsédait tout autant, et voire plus, c'était le début, la première page, la Comtesse de Ségur, née Rostopchine. Ça a été un truc dans mon imaginaire de fille, d'enfant. Donc là, je suis CPC20, tu vois, j'ai 6-7 ans. Je trouve ça magistral que cette femme existe avec un autre nom que celui de la Comtesse de Ségur. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi à ce moment-là ça me marque, mais je me rappelle très bien de regarder le truc et de le répéter plusieurs fois à voix haute. La Comtesse de Ségur, née Rostopchine, et je trouve le nom génial. Et en fait, à l'époque, j'ai pas du tout conscience du fait qu'elle a dû demander la permission à son mari pour pouvoir publier, qu'elle a fait la demande qu'on inscrive son nom de jeune fille, et que c'était un acte hyper militant et complètement féministe à l'époque. D'avoir son nom écrit sur la page de garde de ses livres. Et ça, c'était assez fascinant. Et ensuite, au collège, j'ai eu une prof de français que j'ai adorée. Alors là, c'était des lectures un peu obligatoires, mais j'adorais lire tout ce qu'elle nous demandait de lire parce que je l'adorais. Et c'était une super prof de français, Madame Perret. Il y a une rencontre. Enfin, la lecture est associée à la Toujours. personne qui te... Ouais. Chez moi, toujours, ça a toujours été comme ça. La personne qui m'a induit la lecture. Et c'est marrant, ça me revient là, en live avec toi, les sensations de lecture que j'aimais bien. On avait des temps de lecture obligatoires où on allait au CDI. Et on avait évidemment les J'aime lire. Les J'aime lire, c'était top. J'aimais beaucoup lire les Tom Tom et Nana. Et c'est marrant, j'avais l'impression de lire un truc un peu subversif quand je lisais les Tom Tom et Nana. Parce que c'était pas hyper classique, parce qu'ils étaient pas... c'était pas des enfants polis et bien élevés. Voilà, ils faisaient des bêtises, ils parlaient pas très bien. Et j'avais l'impression de lire un truc un peu interdit. Et dans les livres, tu vois, un peu interdits, un tout petit peu plus tard au collège, je me rappelle qu'on se passait tout entre nous, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Et ça, c'était une émotion de lecture quand même assez forte. La chute du mur était pas très loin. Et de comprendre qu'il y avait eu vraiment la partie communiste et la partie occidentale, et surtout de voir les conséquences après sur une certaine jeunesse, j'avais trouvé ça complètement déroutant, hyper touchant, et en même temps, il y avait un mélange de fascination et de tristesse, parce que découvrir qu'il y avait des mômes de nos âges qui vivaient des choses aussi difficiles, par le biais de la littérature, en fait, la littérature ne ment pas, donc puis comme on disait tout à l'heure, tu te projettes des choses, donc tu te mets à la place du personnage. Donc il y a tu vois, voilà, il y a des lectures un peu comme ça qui me reviennent, mais j'ai pas été nourrie de littérature, on m'a pas lu des histoires avant de dormir le soir. Mais je me souviens, en revanche, qu'aux anniversaires, on s'offrait des livres. Et je me souviens qu'entre enfants, on s'offrait pas mal de livres, et on s'offrait des livres géniaux. Et en revanche, les livres que j'ai reçus en cadeau à mes anniversaires, je les ai adorés. Les 4 filles du Docteur March, j'ai dû le recevoir en je sais pas combien d'exemplaires, année après année. Déjà, plusieurs exemplaires des livres. Ouais, tu vois, ça remonte à loin. Mais on les changeait pas, je les rendais pas. Parce que j'avais l'exemplaire offert par une telle, l'exemplaire offert par un tel. Ça se garde, en fait. Ça ne se change pas, un livre. Enfin, c'est la personne qui a mis un peu d'elle-même dans le livre. C'est ça, qui a choisi de t'offrir ce livre-là. Mais je crois surtout
que la lecture, pour en tout cas, parfois, moi je vois des parents qui désespèrent de voir leurs enfants ne pas lire. Moi, je crois que la lecture, elle vient avec non seulement, on en parlait tout à l'heure, une rencontre de personnes peut-être qui partagent avec toi un livre, mais surtout une rencontre d'auteurs. Je crois que le premier très grand amour de lecture, c'est Modiano. Ça a été... je me rappelle du flou et du plaisir de ce flou. Et de me dire à chaque page, à chaque mot, mais tu vois, de ressentir, d'avaler, j'ai l'impression d'avaler les mots. Tu vois, c'est comme s'il y avait des volutes qui s'échappaient de ces livres et que j'avalais les volutes et que ça me procurait un plaisir intense. Et après, derrière, il y a eu Duras. Alors, Duras, c'est pareil. Et Duras, moi, j'ai un attachement assez fort aux livres qui ne sont pas directement de l'autofiction. Notamment, Le ravissement de Wolfenstein, pour moi, c'est une œuvre majeure de la littérature française qui... À mon sens, Duras, elle est un peu sous-estimée parce que je pense que sa personnalité clivante a pris le dessus. Mais je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui lirait Les petits chevaux de Tarquinia, Le ravissement de Wolfenstein, Moderato Cantabile, L'homme assis dans le couloir... je ne peux pas imaginer qu'une personne lisant ça ne puisse pas se dire d'elle que ce qu'elle a généré est absolument génial. Je trouve que c'est d'une beauté presque incommensurable. Puis ça ressemble à rien d'autre. C'est vraiment... Alors, c'est sûr qu'elle a presque été moquée, même dans sa façon d'écrire les choses. Parce qu'elle a un rythme qui lui est assez propre. Mais elle est à nul autre pareil, tu la reconnais. Nul autre pareil. T'as besoin d'un cadre particulier pour lire? Non. Tu peux lire partout? Oui. Je peux lire partout. Et en réalité, j'ai pas besoin d'un temps forcément très important. Ça ne me dérange pas de lire une demi-page. C'est sûr que quand je suis en vacances, je suis heureuse d'avoir du temps de pouvoir lire davantage, mais je me rends compte que je lis plus vite hors vacances. Parce que je suis dans ce tourbillon d'efficacité et quand j'ouvre un livre, en fait, je le termine. Alors que quand j'ai du temps, je laisse beaucoup plus traîner et je ne cherche plus à être efficace. Et c'est là que je préfère lire. Et même, en fait, quand j'ai du temps, tu vois, l'été, j'aime assez relire des livres que j'ai déjà lus. Parce que je sais la sensation qu'ils m'ont procuré 2-3 ans avant. Alors pas que j'ai lu récemment, parce que si tu relis tout de suite, ça marche pas. Mais si tu relis 2-3 ans après, t'es forcément une personne un peu différente que celle qui l'a lu auparavant. Et tu viens y projeter autre chose. Et donc, t'as une deuxième strate. J'adore rajouter des strates à mes sensations de lecture. Avec qui t'aimes parler de tes lectures, Adia? Si tu aimes en parler. Non, je t'aimerais que c'est drôle, j'en parle pas vraiment. C'est quelque chose qui reste à toi? C'est assez intime, je crois. Alors, avec mon éditrice, c'est quelque chose que j'aime assez. Et puis alors, ma nouvelle éditrice, là, Laure de Fiole, qui est à la tête d'Alma, je me rends compte qu'on est quand même pas mal sur la même longueur d'onde et on a un peu le même ressenti face aux choses et face aux textes et le même genre de culture littéraire. Et donc, c'est assez plaisant de pouvoir ressentir ça. Mais sinon, je dois dire que c'est quand même beaucoup un plaisir solitaire. Parce que finalement, ce qu'on ressent, est-ce qu'on a vraiment besoin de le partager? Je sais pas. Parfois, on a envie d'en parler à l'auteur. Quand tu as la chance de rencontrer l'auteur d'un livre qui t'a plu, qui t'a marqué, c'est un acte assez touchant et puis un peu irréel. Tu vois, il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, quand Peter Handke a eu le prix Nobel, j'ai eu la chance de me retrouver dans un dîner avec lui. Ouais, puis un petit comité, enfin moi, un truc un peu irréel. Et à la fin de ce dîner, à un moment, j'ai un moment où je discute avec lui. Et donc, je lui explique un peu voilà, ce que j'ai ressenti dans tel ou tel livre. Et puis, je voyais qu'il m'écoutait pas vraiment. Et puis, il sort un carnet de sa poche. Alors vraiment, mais là, comme on pourrait imaginer dans un film de Woody Allen ou de David Lynch, il sort un carnet tout usé, en cuir. Il me regarde et il me dit « Votre prénom, ça se prononce Hadia ?» Je lui dis « Oui ». Et il me dit « Attendez ». Puis il ouvre son carnet, il tourne les pages, il prend un stylo et il m'écrit mon prénom en arabe. Et je lui dis « Ça s'écrit comme ça ?» Et je lui dis « Oui ». Et je lui dis « Mais vous écrivez l'arabe ?» Et il me dit « Oui, pas vous ». C'est beau. C'est assez incroyable. Oui. Donc il y a mon prénom écrit en arabe dans le carnet de Peter Handke. Et cet échange, je l'ai trouvé assez bouleversant parce que
qu'est-ce que tu veux, en fait, ça c'est des instants de vie qui n'arrivent qu'une fois. Est-ce que toi, il y a des livres que tu offres régulièrement, ou souvent, parce qu'ils racontent quelque chose de toi? Est-ce qu'il y a des livres comme ça? Typiquement, j'adore l'offrir. Je trouve que c'est déjà un très bel objet. Le coffret avec les 4 livres qu'a fait Minuit. Et Jean-Philippe Toussaint me racontait d'ailleurs que la police dans laquelle le M est écrite a été créée par sa fille, Anna Toussaint. Et je trouve ça complètement fabuleux, en fait, de se dire qu'un livre a un titre écrit avec une police qui a été décidée par l'enfant de l'auteur de ce livre. Enfin, tu vois, on touche au sublime ultime. Et donc ça, j'aime beaucoup offrir ce livre parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup offert les livres de Déborah Lévy à des amis qui n'aimaient pas lire. Et, ou en tout cas qui croyaient ne pas aimer lire. Il y a un abord quand même très facile à démarrer le triptyque de Déborah Lévy. Et comme par ailleurs, elle parle de sujets qui sont complètement obsédants pour les femmes de notre génération. Enfin, en gros, je pense qu'une femme entre 40 et 60 ans, elle ne peut pas ne pas se projeter dans ce qu'elle raconte dans ces livres-là. Et donc, j'aime bien les offrir. Déjà, je trouve que les objets sont très très beaux. Je trouve que les éditions du sous-sol ont fait quelque chose de vraiment joli. Donc, c'est le coût de la vie, état des lieux et ce que je ne veux pas savoir. Exactement. Ce que je ne veux pas savoir. Rien que le titre. Bah oui, le titre est très extraordinaire. Je t'ai pas demandé ce que tu lisais en ce moment. J'ai lu le premier roman de Marie de Chassey qui sort chez Alma. Ce que je dois faire. Ce qu'il reste à faire. Pardon. Et qui est un roman extrêmement beau sur la fin de vie, mais pas que. En fait, je trouve que c'est un très beau roman, finalement, qui dit tout en pudeur des choses qu'on ne dit jamais. Par exemple, on a tous le fantasme d'accompagner quelqu'un dans ses derniers instants et se dire « Ah, c'est sublime d'avoir accompagné son père ou sa mère ou son enfant, d'avoir été à son chevet sur la fin », mais sauf que la fin, c'est pas beau, en fait. Les médicaments, ça rend hargneux, les corps se délitent, la souffrance est plus que palpable, elle est réelle. Je trouve qu'elle arrive à écrire avec beaucoup de pudeur, mais avec des mots très justes et très beaux, ces instants-là. Et en fait, je me suis dit que ça ferait une magnifique pièce de théâtre. D'ailleurs, je lui ai dit, en fait, je pense que ce livre doit être adapté au théâtre et je pense que Rebecca Marder doit jouer le rôle de Judith. Donc, si Rebecca Marder écoute ton podcast, je l'invite à lire le livre de Marie de Chassey. Florence a remis les vêtements dans l'armoire grise de la chambre sans que sa fille le demande. Elle a pris plaisir à les trier par couleur. C'est elle qui les a sortis des valises, les a organisés, les pulls en haut, les t-shirts à l'étage du dessous, comme avant. Avant que sa fille soit là, elle a tout étalé au milieu du salon, a choisi ce qui serait utile, des piles de t-shirts, de robes, de pantalons, de shorts, quelques-uns jamais vus. Elle n'a gardé que ceux qui lui ont paru chauds, confortables, ceux qu'elle préfère. Le reste, elle l'a mis dans des housses avec les affaires d'été. Sur la commode, elle a disposé quelques objets choisis, a ressorti le tapis à bouclettes de son placard, bordé le couvre-lit bleu et soigneusement placé les coussins assortis. Elle a voulu lui faire la surprise de cette chambre toute prête, qu'elle n'ait rien à penser, rien à faire, lui épargner ses tâches. Sur la porte, elle a conservé le panneau de bois où il est écrit en lettres colorées « Judith ». Ce qu'il reste à faire, Marie de Chassey, Alma éditeur. Je reviens juste en arrière. Tout à l'heure, tu m'as présenté ta bibliothèque. Tu m'as dit qu'elle était, que vous aviez chacun à la maison une partie qui vous était dédiée. Mais toi, ta partie, qui est au centre d'ailleurs, je vois. Oui. Elle est à l'intérieur de cette partie. Tu les ranges comment, tes livres? Alors, tu vois, c'est assez drôle. Il y a une partie qui est la partie surréaliste, dans laquelle d'ailleurs il y a une œuvre de Man Ray. Tu vois, ce fer à repasser avec des petits pics, qui s'appelle Le Cadeau. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'approche. On va s'approcher parce que je ne le vois pas et ça m'intrigue. Et tu vois ceci, ça s'appelle Le Cadeau. Donc Man Ray, évidemment, il aimait bien créer des objets qui ne veulent rien dire. Et ça, c'est un truc que j'ai chiné. Il y en a 5000 exemplaires dans le monde. Donc c'est un fer à repasser en fonte sur lequel, en fait, il y a des pics comme des pics de peigne. Donc c'est un cadeau complètement inutile puisque tu ne vas pas repasser avec ces pics. Donc voilà. Et tu vois, ce petit fer à repasser de Man Ray, il est debout sur adhérer au Parti communiste dans les archives du surréalisme. Et donc dans cette partie-là, tu vas avoir une vieille édition d'André Breton, La Clé des Champs, avec une couverture de Miro. Alors ça, voilà, ça fait partie des trucs que j'aime bien chiner.
couverture de Miro sur la clé des champs. Tu vois ce bruit-là. Oui. J'ai laissé le petit papier de soie dessus parce que je trouve ça absolument génial. Rien à voir avec les surréalistes, mais au milieu, il y a évidemment Roland Barthes avec Fragment d'un discours amoureux parce que je trouve que ça va bien avec. Et puis, il y a quelques trucs de Duras, mais pas tous parce qu'ils vont pas tous ici. Ici, c'est des BD. Ok. Ce sont les BD. Alors, il y a pas mal de Fab Caro que j'aime beaucoup. Et puis, il y a des BD géniales que... Alors, ma sœur m'offre toujours des BD géniales. Et notamment, je sais pas si tu connais ça, c'est Suline et Matt de Nora Krug, Loin de mon pays. Alors, Non, ça, jamais c'est... lu. Ça, c'est absolument superbe sur la transmission, sur le déracinement, sur le passé. C'est extrêmement beau. Tu vois, pas loin, il y a Joyce Carol Oates et puis Goliarda Sapienza. Alors, Goliarda Sapienza aussi, c'est aussi une grande rencontre. Et bien plus que l'art de la joie encore. Moi, j'adore les carnets, en fait. J'adore l'idée qu'elle ait été publiée posthume. Moi, ça me rend éminemment... je vais pas être triste et joyeuse à la fois. Je trouve ça très beau, en fait, cet acte d'amour de son mari qui fait exister son œuvre après sa mort et surtout qui lui offre ses carnets. C'est-à-dire qu'au moment où elle décompense totalement parce que son roman n'est jamais publié, ne le sera vraisemblablement jamais, d'après elle, elle sombre dans la folie et lui offre ses carnets pour qu'elle puisse reprendre l'écriture et continuer à écrire et la maintient en vie ainsi. Quand même, c'est... On peut pas imaginer plus bel acte d'amour. Et alors, il faut que je te montre aussi un truc génial. J'ai une série de livres que j'ai commandé sur eBay, des vieilles éditions de Modiano. Alors, je crois que c'est dans des boutiques obscures, si je ne me trompe pas. Ils sont dédicacés. Voilà, pour Monique Picard, un amical hommage de Patrick Modiano. Incroyable. Donc, je me suis rêvée m'appeler Monique Picard pendant un petit moment. C'est magnifique. Ouais, c'est génial. Donc, j'ai reçu cette pile de livres. Et tu n'as pas, toi, un livre dédicacé à toi de Modiano? Non. Vous ne vous êtes jamais rencontrés Ah encore? non, j'ai jamais eu cette chance. Mais je me considère un peu comme étant Monique Oui. Picard dans une vie parallèle, tu vois. Je comprends. C'est mon Gainsbourg à moi. C'est Et, très très beau. Tu mets des choses dans tes livres? Ouais, ça arrive. Alors c'est marrant parce que c'est marrant que tu dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps et je ne sais absolument plus dans quel livre c'était. J'ai retrouvé des photos et mais ça m'arrive de temps en temps en fait d'ouvrir un livre et de retrouver une photo. Et je me demande si je le fais pas en fait volontairement en me disant tiens bah quand tu reliras le livre dans quelques années tu vas tomber sur cette photo. Tu auras un double plaisir Ouais exactement. de la lecture. Mais je ne saurais pas te dire. Alors il y en a dans peu de livres je pense. Hein. Et alors tu vois ce que j'adore par exemple ça. C'est la version japonaise de La vérité sur le mari. Oh! Et alors, il faut savoir que... De Jean-Philippe Toussaint. Voilà. Il faut savoir que les Japonais ne disent jamais non. Donc, quand ils disent oui, ils disent hi. Et j'ai dû faire une dizaine de librairies au Japon en demandant Jean-Philippe Toussaint. Et on me disait hi, 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 hi. Et ils partaient chercher, ils revenaient jamais, sans rien. Parce qu'en fait, c'est extrêmement impoli de dire non. Donc, on préfère s'enfuir. Oui. Et tu vois, regarde, la couverture est sublime. Elle est incroyable, la Ouais, ouais. couverture, j'adore. Absolument géniale. Et ce dessin de femme, là. Ouais, c'est trop bien. Et Tu as fini par le trouver? J'ai fini par le trouver. Quelqu'un qui m'a dit hi hi et qui effectivement me l'a ramené. Ah. Mais on a cherché ensemble. Je lui ai montré le site de Jean-Philippe Toussaint. Enfin, ça a mis un petit peu de temps. Ce livre aussi qui est génial. C'est un livre japonais avec un morceau de verre à l'intérieur. Ce livre, je l'ai acheté dans la plus petite librairie du monde, qui est à Tokyo. Donc, qui est minuscule, où ils ne vendent qu'un seul livre à la fois, d'un seul auteur, qui est présent au moment où ils le vendent. Et en fait, dans ce livre-là, ils parlaient du verre, de la matière du verre, et ils vendaient avec le livre un morceau de verre. Bon, je ne pourrais jamais lire le livre parce que je ne pourrais jamais... Mais c'est un concept magnifique. Bah, c'est vraiment très japonais comme concept, quoi. C'est Ils sont super. quand même assez Ça te forts. rend cet acte d'achat, de rencontre unique au monde. Unique, parce qu'effectivement, cet achat n'est pas juste un achat, C'est une rencontre. C'est une vraiment, rencontre. ouais, c'est sublime. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice, mort ou vivant, que tu aimerais rencontrer, à qui tu aimerais poser une question, discuter? J'aimerais avoir une discussion impossible avec Patrick Modiano. Tu vois, lui poser des questions auxquelles il ne me répondrait jamais. Parce que c'est pas... Tu vois, j'aime assez l'idée d'avoir plein de questions et pas de réponses. Et, Ça te va bien. Et si j'allais vers un auteur qui lui-même a du mal à formuler ses réponses, ou à formaliser, ou à verbaliser, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on lui demande, tu vois, de donner une réponse stricte aux choses, je pense que j'adorerais avoir une discussion infinie avec Patrick Modiano. La petite caractéristique là, de ce podcast, c'est que l'auteur ou l'autrice qu'on rencontre pose une question au prochain invité sans savoir
qui il sera. Donc, Claire Berès, que j'ai rencontrée dernièrement, t'a adressé une question sans savoir quelle serait pour toi, que je te pose. Elle te demande fiction ou autofiction. En tant que lectrice, j'ai une tendance à préférer la fiction, mais je prends énormément de plaisir à lire l'autofiction. Surtout qu'on trouve énormément d'autofiction extrêmement bien écrite. Donc les deux m'apportent des choses différentes. L'autofiction me permet moins de m'évader, mais je trouve que d'un point de vue anthropologique, c'est assez intéressant. Et puis d'un point de vue personnel, parfois c'est même assez fascinant de constater que ton ressenti que tu imagines unique a quelque chose d'universel. Ça, c'est assez magique. Et ça, c'est vrai que l'autofiction te l'offre directement. Donc, c'est un petit côté doudou, rassurant, ça fait du bien. En revanche, la lectrice en moi qui veut s'évader, elle va être beaucoup plus emportée par la fiction. Et je dois te dire que la liberté que je ressens en écrivant de la fiction pure... Alors après, on peut m'opposer le fait que la fiction pure n'existe pas, et là-dessus je suis entièrement d'accord. Comme le temps. Mais créer, exactement, comme le temps, tu vois, c'est marrant, t'as raison. Et je trouve ça assez génial de jouer avec des personnages qui te viennent. Tu sais pas d'où ils viennent, ils te racontent un truc. Tu sens bien qu'il y a une partie de chacun de tes personnages qui t'appartient et qui est toi, et qui est une espèce de vision éclatée de ta psyché, ou de la psyché des gens que tu rencontres, que tu vois, avec lesquels tu vis. Mais la création littéraire fictionnelle m'apporte une liberté que la vie terrestre ne peut pas apporter. Et ça, je trouve que c'est une chance immense. Et en ça, je me sens de défendre la fiction. Je crois vraiment fondamentalement dans la fiction. À ton tour, il s'agit de formuler une question à l'adresse de quelqu'un dont tu ne sais pas qui il ou elle est. Donc ma question serait, l'homme est-il capable de continuer à surpasser l'intelligence artificielle en termes de création littéraire ? Adia, c'était super, merci beaucoup. Merci infiniment pour ton temps. J'espère que c'était pas trop Jean-Claude Van Damme. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Adia de Charrière. Vous pourrez retrouver sa sélection de livres sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la rencontre d'une autre bibliothèque. Belle journée dans les livres. Hitching up my little